vous propose de revenir sur une question fondamentale qui est celle finalement de la détermination des entités susceptibles d'être qualifiées de personnes ou de sujets de droit. Et ça, je vous propose de suivre différentes étapes avec moi. Je suis désolée, il y en a un certain nombre, mais je pense que vous comprendrez pourquoi à la fin. Dans un premier temps très bref, je vais faire un petit rappel. Alors, je suis désolée pour ceux qui connaissent déjà ça très bien, mais sur le fait que derrière la notion de personne qui peut être connue dans le sens commun ou dans d'autres disciplines, il y a une signification du droit. Ensuite, je m'arrêterai sur l'idée que les concepts de personne et de sujet de droit, ou en tout cas les vocables personne et sujet de droit, sont tenus pour largement équivalentes dans la matrice disciplinaire juridique. Puis, je m'arrêterai sur les différentes fonctions de la personne et du sujet de droit, donc si on les tient pour équivalents, et qui sont notamment des fonctions techniques et symboliques. Mais j'insisterai, ce faisant, dans un point suivant, sur le fait que malgré tout, elles sont issues d'une histoire longue et qui puise à des sources variées, et que donc en réalité, il y a des fluctuations, il y a des tensions, et il y a éventuellement des allers-retours entre différentes sources, différentes branches ou spécialités, ou en tout cas dynamiques propres au droit, sans même parler des circulations qu'il peut y avoir entre le champ du droit et d'autres champs qui sont plus théoriques, comme le champ de la philosophie ou de la politique, mais point sur lequel je ne m'attarderai pas. J'en viendrai alors à la question que je travaille plus particulièrement, qui est celle de la reconnaissance de nouveaux sujets de droit et ou donc, selon qu'on distingue ou pas, de nouvelles personnes, en m'intéressant à des décisions de justice relatives à des animaux. Avant de m'interroger sur finalement les raisons pour lesquelles on voit ainsi mobiliser le champ des droits subjectifs et plus spécifiquement des droits fondamentaux, même si on peut déjà discuter, on pourra déjà discuter aussi de la question de savoir si droits subjectifs et droits fondamentaux, ça renvoie exactement à la même sphère de signification. Et puis, je terminerai avec la question de savoir si on s'oriente vers une distinction des personnes juridiques et des sujets de droit à partir de ces cas qui peuvent paraître effectivement être assez marginaux, être finalement à la marge de la réflexion principale sur finalement le sujet humain, à la fois en tant qu'acteur du système juridique et en tant qu'entité protégée par l'ordre juridique, mais qui pourtant met, à mon sens, bien en lumière certaines difficultés, certaines ambivalences, certaines tensions et du coup certaines dynamiques aussi des ordres juridiques et éventuellement du droit dans une approche globale et peut-être universelle qui peut elle-même aussi être discutée. Donc, premier point de cette discussion, enfin de cette réflexion que je vous propose collectivement, même si je fais l'introduction. Comme toute étudiante en droit, j'ai commencé mes études par apprendre en première année l'introduction au droit, qui est généralement accompagnée d'un cours de droit des personnes. Ça fait très longtemps que la formation des juristes en France passe par ce cours introduction au droit des personnes. Parfois, on y ajoute droit des biens. Ce qui, à la fois, est interprété comme une insuffisance du système d'enseignement en droit, puisqu'on considère qu'on ne donne pas assez de place aux droits des personnes et aux droits des biens, et en même temps interprété comme le fait que finalement ces catégories
personnes, choses, et au sein des choses, des biens, c'est-à-dire les choses appropriables ou appropriées, sont des catégories fondamentales et de fait, il y a effectivement une division au sein de notre ordre juridique entre les personnes et les choses étant les causes à propos desquelles les personnes se disputent, les causes à propos desquelles on va attribuer des droits qui vont donc porter sur ces choses. À partir de là, je trouve intéressant de constater deux choses. D'une part, que ces personnes qui sont en charge d'enseigner l'introduction au droit, le droit des personnes et le droit des biens, vont être essentiellement des spécialistes de droit civil, ce qui a une incidence sur le fait qu'ils ont un certain regard porté sur la matière juridique, mais aussi ce qui a une incidence sur le fait que finalement ce cours fondateur d'une certaine déformation, formation et déformation de la pensée de l'étudiant en droit qui va devenir praticien ou théoricien ou les deux, mais qui en tout état de cause va nécessairement passer par la première année, eh bien, passe finalement par une intégration de concepts qui lui sont fournis par la théorie du droit civil, alors même que par la suite, il va peut-être se spécialiser en droit public, en droit pénal. Alors, pourquoi ceci ? Eh bien, parce que d'abord, il y a des raisons historiques liées en France à l'importance conférée notamment au Code civil, qui fait partie de ces premiers instruments qui ont donné du commun, qui ont cherché justement à unifier, et on reviendra sur cette question de l'unité du droit, qui ont cherché à unifier un système juridique qui était morcelé avec évidemment une dimension politique forte sur cette unification, mais aussi parce qu'il y a une tradition de théorie qui est portée par ces civilistes. Et puis parce que le droit public, le droit administratif en France est beaucoup, beaucoup plus tardif et son existence même d'ailleurs a pu être très discutée, très contestée, puisque ça a tout à voir avec le fait qu'on veuille faire relever l'administration qui est aussi une émanation du pouvoir exécutif, de juridictions spécialisées et d'un droit spécial. Bon, je ferme cette parenthèse, tout ça pour vous dire que quand on est en première année de droit et que donc on prend ces cours d'introduction au droit des personnes, droit civil, et qu'on ouvre un manuel de droit des personnes, comme par exemple celui de Florence Bellivier, eh bien, on trouve cette référence très rapidement, et ça m'a frappée, parce que quand j'ai soutenu ma thèse, quand j'étais en première année de droit encore plus, et puis quand j'ai soutenu ma thèse, ce n'était pas encore le cas, mais désormais, avec un ouvrage comme celui-ci, et ce n'est pas le seul, c'est très clair, la question du statut de l'animal arrive très très tôt, dès les premières pages, on se pose la question finalement de la place des animaux au sein des sujets de droit et en tant que personne éventuellement. Et donc, Florence Bellivier fait référence à cette affaire Tilicum ou Tilicum, je ne sais pas comment on prononce, qui a été rendue en 2012, qui avait été jugée par une cour états-unienne et devant laquelle on finalement demandait à ce que des orques détenus dans un parc marin puissent bénéficier du 3e amendement de la Constitution américaine qui prohibe l'esclavage et la servitude volontaire. Donc finalement, c'était déjà en 2012 la question de l'application à des animaux d'un texte constitutionnel conçu, écrit pour la protection des êtres humains, en l'occurrence la prohibition de l'esclavage. Et ce que nous dit Florence Bellivier est assez intéressant, puisqu'elle nous dit que cette plainte est d'une extrême habileté, puisque si elle anthropomorphise totalement l'animal objet de la protection, elle n'emprunte pas l'ornière qui conduirait à les assimiler à des personnes au sens juridique du terme, c'est-à-dire des entités dotées de droits et d'obligations, quelle que soit l'issue de ce litige peu banal, en l'occurrence la demande n'a pas prospéré, mais quelle que soit l'issue de ce litige peu banal, il illustre bien le champ de bataille qui est devenu la personne, écartelée entre sens commun, l'individu de chair et d'os, et sens juridique, point d'imputation de droits et d'obligations. Donc, en mettant en exergue finalement cet exemple, Florence Bellivier cherche à faire toucher du doigt
aux étudiants en première année de droit, et plus généralement, je pense que c'est une question qu'on doit se poser chaque fois qu'on parle des animaux, la problématique finalement de ce vocabulaire juridique, de cette signification juridique qui entre en collision en quelque sorte avec le sens commun du mot personne, puisque la personne, eh bien, c'est l'être de chair et de sang. Alors qu'en droit, ce n'est pas ça, c'est un point d'implication de droits et d'obligations. Et cette opposition entre d'un côté la personne du sens commun et de l'autre la personne juridique, en réalité reflète, à mon sens, et j'y reviendrai, une complexité plus importante encore, puisque même au sein de l'ordre juridique, on le verra avec la problématique des droits fondamentaux, la personne, le concept de personne est devenu finalement multidimensionnel et du coup, on doit en permanence se demander quelle est la personne en cause et de quoi est-ce qu'on parle. Si France Brivier se félicite que, en l'occurrence, la plainte n'est pas empruntée, nous dit-elle, l'ornière qui conduirait à assimiler les animaux à des personnes au sens juridique du terme, on voit avec un jugement rendu en 2016 par un tribunal argentin que la situation a nettement évolué, puisque en quelques années, on voit là une argumentation tout à fait différente, avec l'affirmation selon laquelle les êtres vivants sensibles sont des personnes juridiques, avec entre autres droits fondamentaux, ceux de vivre, grandir et mourir dans un environnement adapté à leur espèce. Les animaux et les grands singes ne sont pas des objets à exposer comme des œuvres d'art créées par des hommes. Donc, je reviendrai par la suite sur ce jugement et sur la suite de l'argumentation. Mais on voit tout de suite que se percute d'un côté l'idée qu'il faudrait bien distinguer finalement la préoccupation pour l'être de chair et de sang et la problématique de la personnification juridique, eh bien, se percute directement avec cet argumentaire qui nous dit non, les êtres vivants sensibles sont des personnes juridiques, même si là, pour le coup, c'est une traduction, mais ce sont les termes qui sont utilisés, avec entre autres droits fondamentaux, donc ceux de vivre, grandir et mourir, donc une personne juridique avec des droits fondamentaux. Et ça nous amène forcément à nous interroger sur, finalement, est-ce que la personne juridique et le sujet des droits fondamentaux coïncident? Alors, deuxième point de cette réflexion, si on s'en réfère aux outils qui sont communément utilisés par les juristes, et là c'est par exemple le vocabulaire de l'association Capitan, qui est considéré comme le dictionnaire utilisé par la plupart des juristes, qui est immédiatement donné à l'étudiant de première année, eh bien, il y a clairement une équivalence entre le sujet de droit, alors au singulier, et la personne, puisqu'on nous dit que la personne, c'est l'être qui jouit de la personnalité juridique, mais on renvoie au sujet de droit. On nous dit que le sujet de droit, c'est la personne, physique ou morale, considérée comme support d'un droit subjectif, titulaire du droit, sujet actif, ou débiteur d'obligations, sujet passif. Donc, on a un triptyque qui consiste à dire finalement, la personne, c'est le sujet de droit, en ce qu'il est titulaire d'une personnalité juridique qui va lui donner l'aptitude à être titulaire de droit et assujetti à des obligations, avec une équivalence qui est reprise dans des ouvrages considérés comme des ouvrages qui sont des manuels pour l'essentiel, sauf le dernier, qui donc sont largement diffusés encore une fois au sein des étudiants et donc qui participent complètement de la matrice disciplinaire, non seulement des spécialistes du droit civil ou du droit privé, mais aussi de tous les juristes. On définit en général le droit subjectif comme une prérogative reconnue à une personne par le droit objectif,
pour la satisfaction d'un intérêt personnel, il a un titulaire, le sujet de droit. Donc, le sujet de droit et la personne sont bien tenus pour équivalents. On trouve la même idée dans un autre manuel. Les droits subjectifs sont les prérogatives dont peuvent se prévaloir les personnes prises individuellement. Ces personnes sont alors appelées des sujets de droit. La personnalité juridique est l'aptitude à acquérir et à exercer des droits et des obligations, à être un sujet de droit actif ou passif et à posséder un patrimoine. Les sujets de droit se divisent en deux catégories bien distinctes, les personnes physiques et les personnes morales. Ce qui finalement est résumé par Judith Rochefeld dans un ouvrage où elle cherche finalement à faire une sorte de synthèse des grandes notions, alors pour le coup du droit privé, mais il se trouve que la personne est une notion qui est valable également en droit public, et c'est bien pour ça qu'on la trouve dès la première année quand les étudiants ne sont pas encore spécialisés, qui cherche à nous montrer finalement comment fonctionnent les différentes composantes de cette activité juridique, de cet acteur du droit. D'une part, la personne est un réceptacle de la personnalité juridique, définie comme l'aptitude à être titulaire de droit et assujetti à des obligations. La personnalité juridique traduit l'admission par le droit du fait de rendre titulaire un individu de droit et d'obligation. Donc, on revient sur l'idée que c'est bien le droit objectif, et en fait, ça va être l'État, ici, qui va désigner les titulaires. D'autre part, il ne suffit pas de se voir reconnaître une aptitude à avoir des droits à en être titulaire, encore faut-il pouvoir les exercer. On trouve alors l'idée de capacité juridique. Enfin, la personne ainsi pensée s'assimile au sujet de droit. Voilà, donc on le voit, des notions, sujet de droit au singulier et personne, qui sont tenues pour équivalentes et qui servent à se définir l'une l'autre, même si eh bien, on a tout de même une distinction claire entre les personnes physiques et les personnes morales, j'y reviendrai. Donc, en première approche, on peut retenir qu'il y a donc une division fondamentale en droit entre les personnes et les choses, que la personne juridique, c'est le sujet de droit, c'est le titulaire de la personnalité juridique qui a un patrimoine. Pour autant, il y a une nuance qui est apportée, qui est que du côté des personnes physiques, on va avoir une sorte de dédoublement dans la même entité, puisque la personne physique, ce qu'on appelle la personne physique, en réalité, est une construction qui fait référence à une entité abstraite, puisque c'est la personne physique par opposition à la personne morale, c'est-à-dire l'individu humain par opposition à un collectif qui est également un collectif humain, j'y reviendrai, mais donc, en fait, on ne fait pas référence directement à sa corporéité, à ses besoins, en tant qu'être humain, mais on fait référence plutôt à sa réalité en tant qu'individu. Donc, c'est plutôt une entité abstraite, la personne physique, paradoxalement. Mais cette entité abstraite est doublée par le concept apparu plus récemment en droit de personne humaine, qui permet finalement de bien montrer que la personne, ici, est à la fois une technique d'imputation, imputation de droit et d'obligation, c'est très important de dire qu'il y a les deux dimensions, et un outil symbolique qui va aussi servir techniquement et symboliquement à la protection de la réalité physique qui est le corps vivant de la personne physique. Alors que la personne morale est essentiellement perçue comme une technique d'imputation de droits et d'obligations et, entre guillemets, théoriquement, moins polluée au départ ou moins chargée au départ de cette confusion entre l'entité de chair et l'acteur du droit. Le problème, c'est que cette première approche est très vite perturbée. Elle est très vite perturbée parce que justement, ces fonctions techniques et symboliques, en réalité, ne sont pas aussi simples que ça à distinguer. J'en veux pour illustration ces deux extraits qui sont relatifs aux animaux. Dans le premier extrait, qui est tiré d'un manuel de droit des personnes, on va insister sur finalement la dimension symbolique. On va dire que finalement, c'est l'être humain apte à jouir de droits qui constitue une personne.
et que l'animal, même si son caractère d'être sensible est reconnu par des textes non seulement en droit national, mais en droit européen et par des textes particulièrement importants, comme le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien, il ne peut être qu'objet et non sujet de droit. Bon, ceci dit, vous voyez bien dans la formulation qu'on se heurte aussi à la difficulté des manuels en droit qui sont parfois colorés, on va dire, par les opinions des auteurs qui les signent. Mais il n'empêche qu'on voit bien là que c'est la dimension symbolique qui est mobilisée pour refuser l'idée que l'animal puisse être un sujet de droit. Maintenant, dans un article, cette fois-ci, signé par Jean-Pierre Marguenot, qui est une figure éminente du courant personnificateur en France, puisqu'il a fait sa thèse sur ce sujet et qu'il a eu un rôle très important dans la structuration de la recherche sur ce thème, avec notamment un rôle très actif dans la création d'une revue dédiée, qui est la revue semestrielle de droit animalier. Eh bien, Jean-Pierre Marguenot, lui, prend le contre-pied de ça, en disant qu'au fond, bien sûr, il n'est pas contestable que la personnification soit chargée d'une forte valeur symbolique, et que bien souvent, les adeptes de la reconnaissance de nouveaux sujets de droit cherchent en définitive à magnifier un intérêt en l'élevant à une dignité particulière, mais qu'en fait, lui, il considère qu'appliquer à l'animal, cette personnification symbolique reviendrait à lui reconnaître une dignité voisine de celle de l'homme. Cependant, une conception anthropomorphique de la personnalité juridique peut coexister, nous dit-il, avec une conception plus technique, mise en lumière au début du siècle par René de Mogue. Suivant ce prestigieux auteur, la qualité de sujet de droit appartient aux intérêts que les hommes vivant en société reconnaissent suffisamment importants pour les protéger par le procédé technique de la personnalité juridique. Dans cette perspective, l'octroi à l'animal de la qualité de sujet de droit, donc là vous remarquerez que le droit est devenu avec un S, enfin a été mis au pluriel, aboutirait seulement à la mise en place d'une technique juridique adaptée à un moment donné à la protection jugée nécessaire de l'intérêt de certaines bêtes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Jean-Pierre Marguenot écarte donc la dimension ou la fonction symbolique en considérant qu'elle n'est attachée qu'à la personne physique, et donc que cette qualification de personne physique ne peut fonctionner que pour les êtres humains, les individus humains, et que donc au fond, il faut s'inspirer de la technique de la personnalité juridique des personnes morales pour considérer qu'au fond, ce n'est qu'un instrument, une fiction, et que donc on peut tout à fait en faire ce que l'on souhaite. Y compris créer éventuellement une personnalité juridique animale en lui octroyant des droits, et c'est d'autant plus intéressant qu'en l'occurrence, ce qu'il propose, là je ne l'ai pas mis sur la diapositive, mais ce qu'il propose, c'est de créer une personnalité juridique qui aurait certes un patrimoine, mais patrimoine qui ne pourrait se recevoir que des dons et qui n'aurait pas de volet passif. Donc, Jean-Pierre Marguenot considère que les animaux ne devraient pas être tenus par des obligations, donc par exemple, ne devraient pas rendre compte des éventuels dommages qu'ils pourraient causer, alors même qu'ils seraient susceptibles d'avoir un patrimoine. De même, il considère que cette personnification ne pourrait concerner que certains animaux. Elle n'aurait pas forcément vocation à concerner tous les animaux. Et ensuite, il raffine un petit peu sa proposition entre, d'une part, les animaux domestiques et les animaux sauvages, et d'autre part, les animaux de compagnie, les animaux domestiques, etc. Donc, vraiment, l'idée que finalement, on aurait une personnalité juridique à géométrie variable, mais en même temps, elle servirait à quoi? Elle servirait à défendre des droits, en l'occurrence, essentiellement, des droits qui peuvent être, à certains égards, assimilés ou comparés aux droits fondamentaux qui ont été reconnus pour les personnes humaines, puisqu'il s'agit essentiellement de s'intéresser aux besoins des animaux, alors ça peut être le droit à la vie, ça peut être le droit à une alimentation, ça peut être le droit d'accéder à des conditions de vie compatibles avec les besoins éthologiques de l'espèce, sortir, avoir suffisamment d'espace, etc. Mais en tout état de cause, ça a tout à voir avec, évidemment,
les besoins de la réalité physique, organique et psychique de l'animal. Cette thèse peut avoir une séduction particulière, puisqu'on peut effectivement, en s'attachant exclusivement à l'idée que les personnes morales sont de purs artefacts et reposent sur une technique dont on est maître, on contrôle ce registre de créativité que sont les instruments juridiques, et bien finalement on peut se dire que c'est une option comme une autre. Alors la difficulté est double. D'abord, la première difficulté, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, même les tenants d'une personnalité juridique pour les groupements n'ont jamais complètement évacué la question de la dimension symbolique. Alors, Léon Michoud, qui est vraiment un des auteurs phares en France sur la théorie de la personnalité morale, le dit très clairement quand il dit « Si le droit veut correspondre aux besoins de l'humanité, dégager la formule exprimant aussi exactement que possible les rapports existants dans la société humaine, il ne doit pas seulement protéger l'intérêt de l'individu, il doit garantir aussi et élever à la dignité de droits subjectifs les intérêts collectifs et permanents des groupements humains. Il doit permettre à ces groupements d'être représentés par des volontés agissant en leur nom ou en d'autres termes, comme des personnes morales. » Donc, clairement, la fonction symbolique n'est pas évacuée, simplement, c'est un autre registre du symbolique, c'est celui finalement du collectif, du commun, qui est ainsi mobilisé. Et dans l'esprit de Michoud, ce sont clairement les intérêts humains collectifs qui sont ainsi élevés au rang de dignité, d'intérêt digne d'être protégé. Et ceci a, dans un deuxième temps, une autre implication, c'est qu'une fois que vous érigez les groupements humains en personnes juridiques autonomes par rapport aux membres qui les composent, une fois que vous estimez qu'il y a des personnes morales aux côtés des personnes physiques et que les deux ne se confondent pas, eh bien, si vous avez une vision purement technique de la personnalité juridique, vous n'avez pas vocation à attribuer à ces personnes morales des droits fondamentaux, puisque contrairement aux personnes physiques, ces personnes morales n'ont pas de réalité physique. Or, ce que l'on voit, c'est qu'une fois que la personnalité juridique est attribuée, il y a en réalité une dynamique qui se met en place, dynamique qui conduit non seulement à faire évoluer, par exemple, la responsabilité pénale, puisqu'il y a désormais une responsabilité pénale des personnes morales, donc le volant passif du sujet de droit, mais il y a aussi des droits fondamentaux qui sont mobilisés, réclamés et obtenus par les personnes morales. Par exemple, parmi les droits de propriété qui paraissent évidents, il y a évidemment les droits patrimoniaux, le droit à la propriété par exemple, mais vous avez aussi des droits extra-patrimoniaux comme la protection de la vie privée qui permet par extension d'interdire l'accès aux locaux qui appartiennent à la personne morale par exemple, ou le droit à l'honneur par exemple. Et vous avez un certain nombre de décisions comme ça qui vont finalement aboutir, y compris devant la Cour européenne des droits de l'homme ou d'autres instances, à une opposition terme à terme entre les droits fondamentaux des personnes physiques d'un côté et les droits fondamentaux des personnes morales de l'autre, comme par exemple dans une affaire qui a fait beaucoup discuter, où des personnes avaient fait circuler un tract sur une entreprise bien connue de fabrication de hamburgers, et où finalement cette société a obtenu la condamnation des personnes pour diffamation et atteinte à l'honneur, y compris sur le terrain donc des droits extra-patrimoniaux. Donc, la question se pose finalement, une fois qu'on dit que la personne morale finalement repose sur la personnalité juridique uniquement d'un point de vue technique, comment se fait-il qu'elle se retrouve effectivement titulaire de droits fondamentaux? C'est parce qu'au fond, il y a
une dynamique qui se met en place, mais que cette dynamique, elle est liée à ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de Léon Michoud, c'est-à-dire qu'en fait, il y a dans la personne morale quelque chose de l'ordre du commun, du collectif, et que ce quelque chose de l'ordre du commun, du collectif qui relève du symbolique, c'est aussi ce qui résonne et ce qui rayonne sur le terrain des droits fondamentaux. Et c'est ce que nous dit Xavier Dupré de Boulois. La notion de personne morale exprime à la fois une réalité sociale, une collectivité humaine et un statut juridique, le sujet de droit. Le débat sur les droits fondamentaux des personnes morales est pollué par cette ambiguïté. Il conduit souvent à localiser la réflexion sur les droits fondamentaux autour de la notion de sujet de droit, autour du masque, dont je reviendrai sur cette question du masque, plutôt que sur ce qui se cache derrière le voile social. Quelle est la personne morale en cause dans le processus de reconnaissance des droits fondamentaux? Il est d'abord question des individus qui ont institué et qui sont membres, associés, copropriétaires, adhérents de l'entité personnifiée. Les droits fondamentaux ne sont pas en principe des attributs liés à la qualité de sujet de droit, vous voyez au singulier, donc pas le sujet de droit personne, mais des droits reconnus aux personnes humaines. Si notre système juridique étend à des entités personnifiées le bénéfice de tels droits, il ne le fait pas parce qu'elles sont dotées de la personnalité juridique, mais parce qu'elles sont des organisations qui poursuivent des fins licites, mieux même parce qu'elles manifestent l'exercice par leurs fondateurs ou membres d'une liberté, la liberté d'association bien sûr, mais aussi la liberté d'entreprendre, la liberté religieuse, etc. Donc, finalement, c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser. Il n'y a pas d'un côté une personnalité technique qui aurait vocation finalement à rester sur le registre purement technique et dont on pourrait faire ce qu'on veut sans qu'il y ait ensuite une dynamique qui s'enclenche et qui ne soit absolument pas chargée symboliquement. Et puis de l'autre, une personnalité juridique qui serait exclusivement pour les personnes physiques et qui, par ailleurs, sont qualifiées de personnes humaines quand on s'intéresse, par exemple, au champ de la bioéthique, et qui, elles, seraient à la fois, qui occuperaient à la fois le terrain technique et le terrain symbolique. Cette complexité est en réalité liée, évidemment, à la multiplicité des sources qui peuvent irriguer la conception actuelle, contemporaine, de la personne en droit et du sujet de droit. Du côté de la personne, on a des sources très variées qui vont du droit romain, et on a évoqué le masque à l'instant. C'est quoi le masque? C'est le masque de théâtre, persona, c'est-à-dire ce par quoi le son porte. Et effectivement, la personne juridique, c'est l'acteur du droit, c'est-à-dire celui qui met en action, celui qui fait vivre le droit en réclamant, en agissant en justice. Mais on a vu à l'époque du droit médiéval créer la persona ficta, donc finalement cette origine de la personne morale, c'est-à-dire finalement l'idée que parfois, pour gérer des biens, non pas pour les protéger, mais véritablement pour les gérer, eh bien, il était intéressant des biens collectifs, notamment, c'est surtout sur le terrain des groupements religieux, on le sait, c'est en histoire du droit, ça a été très clairement mis en lumière que cela a été développé. Eh bien, il peut être très intéressant d'utiliser cette technique de la personne comme, on l'a vu, point d'imputation de droits et d'obligations. Mais il y a une grande discussion sur la question de savoir si les personnes morales sont des réalités ou des fictions. Et à l'occasion de différentes décisions de justice et de différentes lois, eh bien cette discussion revient sans cesse sur la table, puisqu'il y avait une décision en 1954 qui, avec l'arrêt Comité d'établissement Saint-Chamond, disait que finalement, les groupements pouvaient se prévaloir d'une personnalité juridique dès lors que certains critères étaient remplis, quand bien même la loi ne leur octroyait pas la personnalité juridique. Et puis ensuite, par contre, avec les groupements de société, on est complètement revenu là-dessus. Donc, il y a tout le temps une tension, finalement. Et sur le terrain de la personne physique, on a cette tension entre la personne physique au sens de la personnalité juridique et puis la personne humaine qui est censée désigner justement cette préoccupation pour la dignité, pour la protection du corps humain, dans le champ notamment de la loi de bioéthique depuis les années 1990.
Et du côté du sujet de droit, on a cette difficulté qu'on a le sujet de droit assimilé avec la personne juridique, et puis les sujets des droits naturels, le sujet des droits de l'homme, l'être humain, la personne humaine, encore une fois, des différents vocables qui vont être utilisés, mais qui renvoient à cette sphère-là de signification, avec à la fois évidemment un renvoi aux droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme tels qu'ils apparaissent dans la Déclaration des droits de l'homme, mais aussi une mobilisation très forte dans des textes internationaux ou régionaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou encore le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ont aussi une coloration particulière parce qu'ils jouent un rôle sur le terrain politique en termes de création de communs, de consensus, de droits universels et qui du coup ont leur dynamique propre, puisque ce que je vous ai restitué jusqu'à présent sur la question de savoir qu'est-ce qu'une personnalité juridique reflétait essentiellement des discussions du droit civil, du droit français certes, mais du droit civil au sens aussi du droit continental, par opposition à la common law. Or, quand on est dans un contexte international, quand on cherche du consensus global, quand on cherche à élaborer des droits qui seraient universellement applicables, on n'est plus du tout dans une logique de culture juridique telles que peuvent l'être les réflexions en droit continental d'un côté ou en common law de l'autre. Donc tout ça crée évidemment un contexte assez complexe dans lequel émerge la problématique plus spécifique des animaux, qui du coup va trouver des formulations assez diverses. C'est-à-dire que les thèses en faveur d'une personnalité juridique animale, telles que notamment je vous ai restitué celle de Jean-Pierre Marguenot, elle s'appuie essentiellement sur une argumentation tirée de la culture juridique continentale et particulièrement civiliste, avec l'idée, on commence par démontrer que les animaux ne sont plus des sujets de droit puisqu'ils seraient des intérêts dignes d'être protégés, puisque le droit pénal les protège, puisque le code de procédure pénale donne la possibilité aux associations d'agir en justice comme s'ils étaient partie civile en vue de faire appliquer le droit pénal qui les protège, puisque certains textes comme le Code civil reconnaissent leur qualité d'être sensibles. Eh bien, une fois qu'on considère que ce ne sont plus purement et simplement des biens, mais déjà des sujets de droit, on va utiliser la théorie de la personnalité juridique technique pour considérer qu'il faut une personne animale. Et on va mettre à distance l'idée qu'il faudrait mobiliser la dimension symbolique de la personne pour au contraire faire bien valoir que la personne juridique animale, ce n'est pas un duplicata de la personnalité juridique de la personne physique. Ça, c'est un courant. Et puis, on a d'autres courants. Et l'autre courant dont je voulais parler avec vous aussi aujourd'hui, c'est celui des décisions de justice qui discutent de l'attribution de droits aux animaux et qui se situe très souvent, même si je vais vous donner un exemple français, mais qui se situe très souvent en réalité à l'étranger et dans cette mouvance justement des droits de l'homme et des droits de l'homme conçus comme des droits universels qui ont donc finalement vocation à être mobilisés dans toutes les juridictions et sur tous les continents. Quel que soit l'ordre juridique dans lequel la juridiction va prendre sa décision. Et ça se traduit aussi par le type de juridiction qui va être saisie, puisque bien souvent, on va être dans le cadre de l'urgence, du juge unique, qui va statuer en urgence, puisqu'on est dans le cadre finalement d'une atteinte à une liberté fondamentale ou à un droit fondamental. Donc, la plupart des ordres juridiques connaissent une procédure d'urgence qui vise effectivement à répondre rapidement aux besoins. Il y a une procédure d'urgence qui d'ailleurs est à l'origine de la plupart des droits fondamentaux, c'est la procédure d'habeas corpus. Et c'est ce dont il était question dans ce jugement rendu par le tribunal argentin en 2016, c'est-à-dire cette procédure qui permet en principe à une personne détenue de saisir le juge en vue de faire vérifier les motifs de sa détention pour obtenir une libération si d'aventure le juge s'apercevait que la détention se faisait sans motif. Cet habeas corpus qui
qui tire son origine du droit anglais même avant 1789, évidemment, a été pensé et développé pour les êtres humains et pour les personnes physiques. Donc, si on prend le concept français, même s'il n'existe pas à strictement parler d'habeas corpus en droit français, il existe des procédures de référé en droit français, à la fois devant le juge administratif et devant le juge privé, enfin le juge judiciaire, pardon, qui visent à chaque fois de la même manière à permettre aux personnes de faire valoir une atteinte à leur liberté fondamentale ou à leurs droits fondamentaux, avec une urgence particulière qui justifie que le juge se prononce beaucoup plus rapidement que dans le cadre d'une procédure classique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce type de procédure colore évidemment les conditions dans lesquelles on va juger. Le juge va être tout seul, il va juger en urgence et il va juger dans une situation où il considère qu'il y a une atteinte particulière, il faut absolument prendre sa décision rapidement parce que sinon on risque l'irréversibilité, l'atteinte particulièrement grave. Et puis, on est dans une logique, encore une fois, de défense des droits fondamentaux. Finalement, c'est intéressant de voir que dans cette logique particulière, les juges vont effectivement parfois, en tout cas certains juges, donc on l'a compris, ce sont des procédures à juge unique, vont se montrer sensibles à une argumentation, qui est une argumentation, j'y reviendrai, qui est portée essentiellement par des associations, même si parfois des personnes privées peuvent aussi être parties au procès, et vont se montrer sensibles à ces argumentations, voire parfois adopter un argumentaire particulièrement explicite, pour le coup, sur le terrain symbolique. Alors, donc, on l'a vu, le jugement du tribunal de Mendoza affirmait que les êtres vivants sensibles sont des personnes juridiques avec, entre autres droits fondamentaux, ceux de vivre, grandir et mourir dans un environnement adapté à leur espèce. Et le premier point à soulever, c'est que cette décision, non seulement, même si elle portait en fait, sur quoi est-ce qu'elle portait? Elle portait sur un chimpanzé qui était détenu depuis de longues années. Alors, je ne sais pas d'où il vient, mais cette fois-ci, il ne vient pas était détenu depuis de longues années dans un zoo. Et donc, une association demandait à ce qu'elle soit sortie du zoo de manière à ce qu'elle puisse intégrer une zone protégée. Je suis désolée, le nom m'échappe, mais c'est en fait une propriété privée qui est gérée par une association et qui a pour objet de donner aux animaux qui sont accueillis des conditions propices à leur épanouissement. Donc, l'action visait, en mobilisant l'habeas corpus, à obtenir en réalité quoi? Le transfert de l'animal d'un zoo à cette propriété de l'association qui lui assurait de bonnes conditions de vie. Et la difficulté, quand on cherche à comprendre comment motive le juge qui va non seulement se montrer sensible à cette demande, c'est-à-dire y accéder, mais qui va le faire moyennant des affirmations très fortes, eh bien, c'est qu'on constate une motivation ambiguë, une sorte de bricolage juridique, c'est-à-dire que s'agissant d'un juge qui est saisi sur le terrain des droits fondamentaux, eh ben, il faut aller chercher dans des textes une justification de la compétence du juge. Et ce que la juge va faire, c'est aller chercher sur le terrain constitutionnel quoi? Eh bien, l'affirmation qu'il y a là un élément du patrimoine naturel argentin qui risque d'être détérioré
en urgence, parce qu'il faut non seulement qu'il caractérise sa compétence, mais aussi l'urgence, parce que c'est une procédure qui nécessite ces deux points. Donc, ici, on va commencer par nous dire que finalement, le chimpanzé est un bien collectif et qui est inclus dans le patrimoine environnemental du pays, et que ce bien collectif risque d'être détérioré si le juge n'intervient pas rapidement. Ça va être le premier point du jugement. Mais dans un second temps, on va nous dire que, en même temps, on va cette fois-ci revenir sur la situation de l'animal en tant qu'être de chair et de sang, en constatant que finalement l'être humain est une personne juridique, parce qu'il est un être de chair et de sang qui naît, souffre et meurt, boit et joue, et dort et pense et aime. Or, la plupart des animaux, et particulièrement les grands singes, sont aussi faits de chair et de sang. Ils naissent, souffrent, boivent, jouent, dorment, ont des capacités d'abstraction, aiment, sont grégaires, etc. Dès lors, la qualification d'individus destinataires des règles ou de personnes juridiques, nous dit le jugement, n'inclut pas seulement les êtres humains, mais aussi les grands singes, orang-outans, gorilles, bonobos et chimpanzés. Et un peu plus loin, le jugement va également considérer qu'il faut que tous les zoos libèrent les éléphants d'Afrique ou d'Asie, les lions, les tigres, les ours et tous les animaux d'espèces exotiques n'appartenant pas à la zone géographique et climatique de la province de Mendoza, la province du zoo en question. Donc, finalement, un premier temps de la motivation qui va aller chercher où le juge va chercher ce dont il a besoin en disant finalement, je vais chercher du côté du patrimoine et de l'appartenance du chimpanzé au patrimoine pour considérer qu'il y a une atteinte à un bien collectif, et donc je suis compétente pour intervenir pour éviter que ce bien soit définitivement dégradé. Et dans un deuxième temps, le parallèle fait entre l'être de chair et de sang qu'est l'animal et l'être humain qui va conduire finalement à assimiler l'animal à la personne humaine, et à partir de là, à considérer qu'il est bien destinataire des règles juridiques, que c'est un sujet de droit, qu'en ce sens, il peut bénéficier de l'habeas corpus. Et donc, sur le fondement de l'habeas corpus, on va ordonner quoi ? Son transfert vers la zone sanctuaire, voilà le sanctuaire, où il pourra où elle pourra trouver de meilleures conditions de vie que dans le zoo. Alors, c'est un bricolage juridique, c'est un jugement isolé, c'est en plus un jugement isolé dans un ordre juridique qui est inspiré d'un autre système que le nôtre, parce que c'est un système de common law, même si j'ai bien montré qu'il y avait des parallèles entre nos procédures de référé et le système d'habeas corpus. Il n'empêche que les systèmes de common law ont un autre mode de fonctionnement autour des actions et des cas. En plus, en réalité, ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel, mais c'est parce que la solution qu'il a finalement prononcée est en réalité celle vers laquelle les parties prenantes s'étaient orientées amiablement, puisqu'en parallèle de l'action en justice, il y avait eu des tractations entre les parties prenantes, parce qu'évidemment, le temps de la justice, même en accéléré, ce n'est pas le temps de la détresse du corps animal en l'occurrence. Malgré tout, donc oui, évidemment, et puis moi, c'est ce que je dis aussi dans mon papier, je trouve que c'est toujours très difficile de mobiliser une décision de justice dans un ordre juridique étranger pour lui faire dire des choses soit universelles, soit dans un ordre juridique autre, en l'occurrence l'ordre juridique français ou même l'ordre juridique européen. Je trouve que c'est toujours très difficile parce qu'en réalité, ça suppose de faire des ponts là où on n'a absolument pas les moyens de vérifier que ces ponts sont solides, rigoureux et tiennent la route. Donc, c'est toujours difficile. Malgré tout, force est de constater que ce jugement, même si ce n'est qu'un jugement isolé, même si c'est une motivation bricolée, a fait énormément parler, on en a énormément parlé, et qu'en plus, il prend place dans une constellation d'actions en justice qui mobilise les droits de l'homme au bénéfice d'animaux. Alors là, j'ai donné deux exemples étrangers.
un arrêt de la Cour suprême de New York et un arrêt de la Cour suprême de Colombie, qui tous deux, dans affaires dans lesquelles qui se sont finalement soldées par un rejet dans les deux cas, mais qui sont à chaque fois passés quand même par une interrogation, puisque s'agissant de la Cour suprême de l'État de New York, il y a tout de même eu un supplément d'instruction. C'était à chaque fois l'habeas corpus qui était mobilisé. Il y a tout de même un supplément d'instruction. Donc, on a rejeté à la fin, mais on a quand même pris la peine de se poser la question. Or, il me semble qu'il y a quelques années, on n'aurait même pas pris la peine de faire ce supplément d'instruction. Et devant l'affaire qui a été portée devant la Cour suprême de justice de Colombie, c'est encore plus particulier, puisque là, en l'occurrence, ça concernait un ours, l'ours Chucho, qui était détenu dans un parc zoologique également. C'est vraiment une affaire assez comparable, puisque c'était aussi une association qui demandait son extraction et son transfert vers une autre zone, une autre propriété privée, un autre terrain qui lui permettrait de se développer. Mais c'était également un juge unique dans le cadre d'une procédure d'habeas corpus, donc c'est tout à fait comparable d'une certaine manière du point de vue des faits et du point de vue du type de procédure mobilisée. Mais cette fois-ci, un premier juge avait écarté en disant, le juge de première instance avait écarté en disant qu'il ne pouvait pas y avoir d'habeas corpus pour un animal. La Cour suprême de justice de Colombie, qui avait été saisie par voie de recours, avait au contraire considéré que, en l'occurrence Chucho et plus généralement les animaux, pouvaient être considérés comme des sujets de droit et bénéficier de l'habeas corpus dès lors que ce qui était protégé, c'était finalement la situation réelle, la situation physique du corps détenu. C'est l'extrait que je vous ai mis. Je ne sais pas si vous lisez l'espagnol, mais c'est vraiment cette capacité de sentir et de souffrir qui est mise en avant et qui finalement justifie, parce qu'on veut les protéger, de les considérer comme des sujets de droit, les sujets de droit dans le contexte des droits fondamentaux et de l'habeas corpus. Mais la même Cour suprême, parce que justement l'ordre juridique colombien est fait de telle manière que quand un juge unique statue dans cette procédure particulière, donc je ne sais pas si c'est utile que je cite précisément le type de procédure dont il s'agit, mais c'est une procédure particulière qui rend possible la saisine une nouvelle fois de la même juridiction, mais cette fois-ci composée autrement. Et cette fois-ci, la Cour suprême a annulé la décision en disant qu'il y avait violation du principe de l'égalité et du droit à un procès équitable, et que si les animaux doivent bénéficier de soins et d'une protection contre les souffrances et les douleurs causées notamment par l'homme, cette circonstance ne justifie pas d'étendre à leur profit une action en justice conçue pour assurer la protection des droits de l'homme et du citoyen. Donc, clairement, on a l'idée que c'est un droit exclusivement reconnu à l'être humain. La Cour constitutionnelle a décidé de ne pas se prononcer, elle aurait pu se prononcer, elle a décidé de ne pas se prononcer, donc c'est finalement le rejet qui est définitif. Malgré tout, on le voit, dans un cas, on a un supplément d'instruction, dans l'autre, on a la Cour suprême qui se prononce dans un sens, puis dans l'autre. Néanmoins, la question est discutée. Et même en France, on a un arrêt récent du Conseil d'État qui est assez intéressant, puisque, alors, il ne s'agissait pas d'habeas corpus, évidemment, en tant que tel, cette procédure n'existe pas en droit français, mais c'était un référé qui, justement, visait à obtenir l'annulation de quoi ? D'une décision, en l'occurrence d'un préfet, qui avait ordonné par arrêté le placement en fourrière d'un chien et le cas échéant son euthanasie après avis d'un vétérinaire, ou si ce n'était pas nécessaire, son placement auprès d'une association. Sur quel fondement ? Bien, tout simplement parce que son propriétaire
non seulement ne présentait pas, parce que oui, pourquoi? Parce que c'était un chien particulier, hein. Il se trouve qu'en France, certaines catégories de chiens sont considérées comme des chiens dangereux, et donc leurs propriétaires doivent présenter un certain nombre de garanties, et notamment une attestation d'aptitude à posséder et contrôler ce genre de chien. Et par ailleurs, les personnes qui sont condamnées peuvent se voir empêchées de posséder ce type de chien. Or, il se trouve que la personne en question, en tout cas le propriétaire du chien, avait fait l'objet d'un certain nombre de condamnations et lors du contrôle n'a pas pu fournir l'attestation d'aptitude qui était prévue par la loi. Donc le préfet a ordonné le placement en fourrière du chien et le cas échéant son euthanasie si le vétérinaire constatait que c'était un chien dangereux. Et qu'a fait le propriétaire? Eh bien, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a ordonné la suspension de l'arrêté, mais seulement sur la question de l'euthanasie, et a rejeté la requête pour le reste. Du coup, le propriétaire a agi devant le Conseil d'État, et ce qui était intéressant, c'est que sa requête mobilisait exactement, un peu comme tout à l'heure, deux registres théoriquement antagonistes, c'est-à-dire que d'un côté, il mobilisait une atteinte, l'idée qu'il y avait une atteinte grave et donc une nécessité urgente d'intervenir rapidement pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété. Donc, c'était vraiment en tant que propriétaire qu'il agissait et il faisait valoir qu'il y avait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété avec une urgence particulière puisque le bien pouvait être détruit et qu'en tout état de cause, lui était privé de son bien. Ça, c'était un des motifs de sa requête, mais un autre argument était de dire que l'arrêté du préfet portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de son chien et à sa qualité d'être vivant doué de sensibilité. Du coup, on se retrouvait avec une requête qui mobilisait à la fois la qualification de bien pour l'animal et le droit fondamental du propriétaire à pouvoir accéder à son bien et à faire en sorte que son bien ne soit pas détruit, et un argument qui mobilisait les droits fondamentaux du chien, donc le chien sujet de droit. Et la réponse du Conseil d'État a été une réponse de rejet, mais elle... Oh, excusez-moi, je reviens en... Oh là là, désolée. Mais elle a été formulée dans des termes un petit peu ambigus, puisque le Conseil d'État écrit qu'en tout état de cause, le droit à la vie du chien n'est pas menacé dès lors que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté du préfet de police en litige en tant qu'il prescrivait le cas échéant son euthanasie. Et il ne résulte pas de l'instruction que ce juge a conclu que son bien-être serait altéré du fait de son placement en fourrière, lequel est de surcroît susceptible de déboucher sur le placement de l'animal auprès d'une association, comme le souhaite le requérant lui-même. Donc, il y a un rejet, mais en même temps, la formulation de l'arrêt du Conseil d'État, qui par ailleurs n'est pas publié, il faut le savoir. Ça, c'est à noter parce qu'effectivement, le Conseil d'État lui-même va décider si un arrêt a vocation à être publié ou non, la publicité ayant évidemment un rôle de diffusion et de légitimation particulière de la décision. On veut conférer une publicité spécifique à cette décision, on la publie. Si on ne le fait pas, on considère que c'est une décision qu'on a rendue, qui n'a pas forcément vocation à faire jurisprudence ou en tout cas à être beaucoup commentée. Il n'empêche que cet arrêt a été beaucoup commenté évidemment par les défenseurs de la personnification ou de la subjectivisation des animaux, en considérant qu'en fait, il n'avait pas clairement dit que le chien n'avait pas vocation à se prévaloir d'un droit à la vie, puisqu'on nous dit qu'en tout état de cause, le droit à la vie n'est pas menacé. Alors évidemment, c'est très difficile de faire une interprétation sur cette formule. Le Conseil d'État n'a pas dit que le chien avait un droit à la vie, mais il n'a pas non plus pris la peine de dire que le droit à la vie ne s'appliquait pas au chien. Donc, il y a clairement un mouvement juridictionnel qui touche des juridictions dans différents États, généralement dans le cadre de procédures de référé et en lien direct avec les droits fondamentaux,
qui montrent qu'effectivement, des particuliers parfois, et plus majoritairement des associations, mobilisent ce registre pour faire évoluer le statut juridique des animaux. Alors, vu le temps qui passe, je ne m'attarderai pas sur la question de savoir ce que j'en pense personnellement. On pourra en discuter si vous voulez. Puisque mon opinion rejoint assez largement celle de Yann Thomas, qui consiste à dire que, effectivement, on peut toujours, voilà, le droit est une école de l'imagination, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce que d'autres disent, et c'est ce qu'il dit quand même. On peut toujours utiliser un montage. Il n'empêche qu'on doit aussi se demander à quoi sert ce montage et dans quelle mesure il est effectivement susceptible de créer des effets intéressants et pérennes. Ce qui m'intéresse peut-être de discuter plus avec vous, c'est pourquoi les droits subjectifs, en l'occurrence fondamentaux, plutôt que le droit objectif, c'est-à-dire finalement pourquoi est-ce que il y a cette montée en puissance des droits subjectifs alors qu'il y a un droit objectif. Il y a beaucoup de règles et de lois qui visent à protéger les animaux. Il y en a plus que jamais, à la fois au plan national, européen, international. Il y a des conventions du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire la même instance qui est à l'origine de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, a publié un certain nombre de conventions qui sont relatives à la protection des animaux, qui n'ont pas de juridiction spécifique dédiée à la vérification et au contrôle du respect de ces conventions. Donc, c'est évidemment pas du tout la même ampleur et la même importance. Et ça n'empêche que le Conseil de l'Europe était également à l'origine de conventions sur la protection des animaux. Donc, pourquoi finalement cet investissement sur le champ des droits subjectifs? Alors, bien sûr, il y a une grille de lecture assez classique qui consiste à dire on est dans un phénomène global de subjectivisation, dans une société de plus en plus individualiste où, au fond, tout est pensé à l'aune du droit A. Il y a aussi cette idée que, de toute façon, on est dans un continuum qui, depuis la première génération des droits de l'homme, arrive aujourd'hui à la 3e ou 4e, selon le point de vue génération des droits fondamentaux, qui seraient toujours plus étendus et toujours plus variés, et concernant des titulaires toujours plus variés. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'idée qui est ici développée par Xavier Dupré de Boulois, l'idée complémentaire, qui n'est pas alternative, mais qui, je trouve, est très intéressante du point de vue de la sociologie du droit, qui est celle qu'au fond, si on a autant investi les droits subjectifs, c'est peut-être aussi, et même d'abord, parce que c'était un moyen d'investir certaines arènes judiciaires qui sont devenues cruciales. Alors, que nous dit Xavier Dupré de Boulois? Il ne parle pas des animaux, il parle des personnes morales, mais je pense que c'est tout à fait extrapolable. La reconnaissance de l'aptitude des personnes morales à être titulaires de droits fondamentaux, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, s'explique en partie par le contexte dans lequel s'insère cette évolution. Il semble en effet qu'un sujet de droit dépourvu de tels droits, donc de tels droits fondamentaux, n'est plus aujourd'hui en mesure de déployer son activité dans un univers juridique saturé de droits fondamentaux. Une unité qui prétend être un acteur au sein du système juridique ne peut déployer son activité que si elle n'est pas titulaire, ne peut déployer son activité si elle n'est pas titulaire de droits fondamentaux. La prise en compte de ces intérêts serait impossible devant le Conseil constitutionnel, la CEDH et la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, puisque seuls les intérêts constitutionnalisés ou conventionnalisés ont voix au chapitre devant ces juridictions. Elle se trouverait dans une situation proche devant les juridictions ordinaires, confrontées qu'elles seraient à des personnes physiques bardées de droits fondamentaux. Donc finalement, là, ce qu'il dit, c'est à propos des personnes morales pour dire ils sont allés sur le terrain des droits fondamentaux parce qu'en fait, c'était là que ça se jouait. Et c'est vrai que quand tant de choses se jouent à la Cour européenne des droits de l'homme, on comprend que les personnes morales aient envie d'aller tenter des stratégies judiciaires. Mais de la même manière, les associations, et elles jouent un rôle particulièrement important, ces associations, vont investir le champ des droits fondamentaux. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'obtenir des décisions symboliquement fortes de la part de cours qui ont une visibilité particulièrement importante. Les cours suprêmes, les cours constitutionnels, la Cour européenne des droits de l'homme éventuellement. Et c'est une manière aussi d'obtenir des décisions dont on pourra espérer qu'elles auront une circulation importante
sur le plan planétaire. Et pour ces associations, c'est d'autant plus important que ce sont des associations souvent internationales. Là, sur cette diapositive, vous voyez le site du Non-Human Rights Project, qui est à l'origine de nombreuses saisines, notamment la saisine de la Cour suprême de New York, que j'ai évoquée tout à l'heure, et qui est en lien direct avec d'autres associations locales ou régionales. Et tout ça constitue un réseau. Et il y a un réseau associatif qui, justement, va ensuite enrichir son argumentaire devant le juge national avec les décisions obtenues à l'étranger. Et donc, ça devient une stratégie particulière de mobiliser ainsi le juge des droits fondamentaux. C'est une manière de faire avancer la cause, alors même que les résultats concrets sont rarement au rendez-vous, puisque souvent le résultat, c'est quand même un rejet ou un refus. Ces décisions sont assez peu nombreuses et même quand on obtient un résultat, soit c'est un résultat qui aurait pu être obtenu autrement, soit c'est un résultat qui n'est pas suivi d'effet, c'est-à-dire qui n'est pas appliqué très souvent. C'est un peu la même chose qu'en matière environnementale. Mais pour autant, on a là un discours un discours officiel, le discours du juge, par une instance légitime, une juridique qui... Voilà. Donc, je terminerai en disant que la difficulté, c'est que cette stratégie des associations, cette mobilisation des droits de l'homme, à la fois trouve un écho particulier du côté de la théorie même des droits de l'homme, mais génère une tension supplémentaire dans la relation entre personnes juridiques et sujets de droit. Alors, pourquoi est-ce que ça trouve un écho particulier, y compris en théorie? On peut le voir dans cet extrait d'un article de Rémi Lipchavert qui, je pense, résume bien le problème. Il nous dit quoi? Il nous dit « Il n'est question que de droits extra-patrimoniaux ». Donc, il y a d'un côté les droits patrimoniaux, relatifs notamment aux droits de propriété ou bien donc à la gestion du patrimoine, et de l'autre, les droits extra-patrimoniaux qui sont attachés à la personne et à sa protection. Donc, il n'est question que de droits extra-patrimoniaux, non évaluables en argent, justifiés par sa nature d'être vivant et souffrant, droit à la vie, à l'intégrité corporelle, à l'épanouissement de ses conditions de vie dans un milieu adapté. Mais on sort alors d'une logique de droit civil, donc la logique, vous vous souvenez, de point d'imputation de droits et d'obligations, pour entrer dans un cadre fondamental qui convient mieux à l'appréhension juridique de l'animal. L'objectif est qu'il fasse l'objet d'une protection fondamentale, entendez protection par les droits fondamentaux, qui vise son être dans sa composante naturelle. C'est cette essence animale qui appelle un régime juridique spécifique, protecteur, auquel la loi elle-même ne saurait se dérober. Telle est la logique des droits fondamentaux, si l'on admet qu'ils n'ont pas de raison de se limiter aux droits de l'homme ni à la matière constitutionnelle. Donc, effectivement, d'un point de vue de théorie, on se dit que finalement, une logique de défense des besoins physiologiques et psychiques des animaux coïncide beaucoup mieux avec cette logique des droits fondamentaux, et un certain nombre d'auteurs en France, Claire Bell notamment, Olivier Lebeau, se positionnent sur ce point-là. Mais là où ça entre en tension, c'est évidemment que ça entre en tension avec d'autres thèses, j'ai évoqué tout à l'heure la thèse de Jean-Pierre Mariani, qui vont être au contraire sur l'idée que aller dans ce sens-là, c'est problématique parce que c'est en réalité considérer qu'il faut appliquer aux animaux les attributs de la personne physique. Et donc, c'est prendre le risque d'une réaction négative, mais aussi prendre le risque d'une distorsion de la technique qu'est la personne physique, la personne juridique, personne physique. Donc, du coup, ça pose problème. Et puis, évidemment, tout ça se fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur fond aussi de tension entre ceux qui considèrent qu'il faut faire attention à la culture juridique française et européenne en continuant à réfléchir de manière à faire en sorte que nous ayons une construction systémique cohérente et qui fonctionne dans une forme d'unité, et finalement une approche de common law qui va être beaucoup moins soucieuse de systématisme parce qu'on sera dans une logique davantage d'action, même si tout ça est un peu caricatural. Et ma dernière diapositive consiste donc
à s'interroger, c'est-à-dire finalement, est-ce que à partir de cette distinction entre les personnes physiques, qui seraient également des personnes humaines d'un côté et les personnes morales de l'autre, et cette distinction entre le sujet de droit qui serait la personne juridique et le sujet des droits qui serait en réalité le sujet des droits fondamentaux et donc la personne humaine, eh bien finalement, on n'aboutit pas, si on sépare les deux dimensions, en se disant finalement, ne seront des personnes juridiques que les entités pour lesquelles on a besoin de cette double dimension active et passive, c'est titulaire de droits et d'obligations. Mais on pourra aussi dire qu'il y a à côté de ça des sujets de droits fondamentaux qui ne sont que des sujets actifs, mais ne sont pas des personnes en droit. Eh bien, en admettant cette divergence, eh bien, on prend le risque d'une démultiplication des sujets, ça c'est certain, avec donc des sujets qui vont venir l'un contre l'autre. On l'a dit tout à l'heure, désormais les personnes morales ont des droits fondamentaux qui peuvent venir contredire et contrer les droits fondamentaux des individus. Mais on se retrouve aussi avec des difficultés, des questions autour de la pérennité de cette solution et de son effectivité, puisque ce qu'on recherche, c'est quand même une protection. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça va marcher? Pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Je pense que même si on parle de plus en plus de reconnaître les animaux comme des sujets de droit, les animaux n'ont jamais été aussi exploités, mais c'est sans doute aussi pour ça qu'on essaye de les revaloriser autrement. Donc, il y a une vraie difficulté à ce sujet. Et il y a une difficulté renforcée par certains textes des droits fondamentaux eux-mêmes, puisque dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, on a cette affirmation dans l'article 16 que qu'il y a un droit à la reconnaissance, un droit fondamental à la reconnaissance de la personnalité juridique. Alors évidemment, dans le pacte international, il y a l'idée que le chacun, derrière le mot chacun a droit, l'idée qu'en réalité, c'est chaque être humain. Mais si vous commencez à dire que les droits fondamentaux peuvent être revendiqués par les animaux, que les animaux bénéficient de l'habeas corpus, que les animaux bénéficient du droit à la vie, bien pourquoi ne pas considérer que les animaux ont un droit à la reconnaissance de la personnalité juridique? C'est une question qui a une incidence sur le terrain processuel. Seules les personnes juridiques peuvent agir en justice. Et puis, vous avez la question de la pérennité, qui trouve un écho particulier dans le repère historique que constitue en France le statut de l'esclave, qui était un tel bricolage qu'il ne pouvait pas tenir et n'a pas pu tenir, puisque effectivement, on dit bien souvent que l'esclave est la démonstration du fait que l'être humain peut être un bien, sauf que le bien du Code noir, c'était un bien qui se voyait octroyer des droits, le droit de se marier, le droit de cultiver un lopin de terre, le droit de tirer profit de son lopin de terre. Donc, en fait, c'était à la fois un sujet et un objet, une personne et une chose, puisqu'il était clairement à la fois titulaire de droits et d'obligations, donc sujet actif et passif. Donc, c'était clairement un statut complètement incohérent et qui n'a pas tenu. Pour des raisons politiques, certes, mais même d'un point de vue juridique, c'était tout à fait incohérent et il y avait des décisions de justice qui le montraient bien avant même 1848. Voilà, je m'arrête là et j'espère ne pas avoir été trop longue.